Bienvenue à ce dernier apéro de l'éducation du semestre intitulé « Nos marges de manœuvre dans l'école ». Alors, comme chaque fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas CGE, une rapide petite présentation de qui nous sommes. CGE, c'est un mouvement sociopédagogique, un mouvement d'éducation permanente, qui considère que c'est le rôle de l'école de contribuer à réduire les inégalités sociales et surtout à ne pas les transformer en inégalités scolaires. Comment nous agissons? Eh bien, depuis presque 50 ans, avec une série d'acteurs de l'école, d'enseignants, militants, nous agissons sur le plan politique. Et qu'est-ce que nous y faisons? Nous suivons évidemment ce qui se passe et nous intervenons. Nous dénonçons quand nous trouvons que ça n'est pas respectueux des élèves, des enseignants, et que ça ne va pas dans le bon sens. Et puis, on ne fait pas que dénoncer, on propose aussi. Et donc, par exemple, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, on a vraiment compagnonné de façon pas complaisante tout au long. Donc, nous faisons des propositions quand nous pouvons, parce que nous pensons intéressant de prendre notre part de responsabilité et d'être autant que possible acteurs de changement. Alors, au cœur de la classe, on travaille aussi. Et donc, on essaye de réfléchir ensemble à nos pratiques et essayer que nos pratiques fassent qu'on réduise les inégalités qui sont présentes dans la classe. Et via des formations, on propose aussi de transmettre un peu ce qu'on met au travail entre nous. Et CG est attentif aussi à faire collaborer le milieu associatif avec les acteurs de l'école via différentes actions. Il y a eu un gros travail avec ATD Carmonde autour du croisement des savoirs. Et il y a la coalition des milieux populaires où on écoute les parents et on voit quelles sont leurs revendications pour l'école. Et donc on essaye de les porter plus haut. Oui. Et comme tu dis Sandrine, et aussi de les aider à comprendre comment fonctionne l'école. Comment fonctionne l'école. Excusez-moi, il y a un effet Larsen. On est trop près, c'est ça? Alors, CG, en savoir plus. Alors, pour en savoir plus sur CG, rejoignez-nous au bar après, on y sera et on répondra à toutes vos questions. Et puis, on vous encourage aussi à vous abonner à la Gazette du Mouvement, une gazette où vous trouverez des récits de pratiques réflexives, des analyses sociopolitiques, des foirages aussi, on parle aussi de skirette, pour essayer d'avancer. 15 € pour 5 dossiers par an, ça vaut la peine. Et on vous invite aussi à consulter notre site. Sur le site, il y a les études, il y a les publications traces 6 mois après la parution, et il y a tous les événements et les projets qu'on mène, toujours dans le but de réduire les inégalités scolaires. Alors, les apéros d'éducation, je vous disais, c'est le dernier du semestre. C'est quoi les apéros d'éducation? C'est 4 moments par an. 4 moments par an où on invite ici, dans cette salle, à nous rejoindre tous ceux qui sont intéressés par les questions éducatives et où il y a systématiquement des présentations, des interventions qui portent généralement sur des questions pratiques, pédagogiques, politiques aussi. Et le but est à la fois d'entendre des interventions, de s'alimenter, de s'enrichir, et puis d'échanger. Il y a toujours un temps important de débat, et puis c'est aussi un temps convivial. Après ça, on prend l'apéro et on continue à débattre de façon informelle. Alors, pourquoi ce thème des marges de liberté dans l'école? Parce que ça nous semblait important. Donc les sujets des apéros, on essaye de prendre des questions qui sont importantes. Parfois elles sont urgentes, parfois elles se posent dans l'actualité, parfois c'est des questions de fond. Cette question-là, de finalement, quelles sont les marges de liberté, quelles sont les marges de manœuvre qui existent déjà dans le système scolaire? Est-ce que tout est aussi coincé et rigide que ça en a l'air? Ou est-ce qu'il y en a déjà? Eh bien, c'est une question qui nous a paru extrêmement importante, et à travers la pratique de certains enseignants,
on s'est rendu compte que déjà actuellement, il y avait toute une série de marges de manœuvre et on a eu envie de les explorer ce soir avec vous. Voilà, et puis on viendra aussi évidemment avec qu'est-ce que le pacte va changer et quelles sont les marges de manœuvre qui devraient s'ouvrir. Voilà, alors il est temps maintenant de présenter les intervenants qui sont là ce soir pour vous. Donc on aura d'abord une première intervention de Michèle Mazil, qui est directrice d'une école fondamentale et qui a fait bouger les lignes propres de la marge. Elle nous expliquera tout ça. Et puis Tanguy, accompagné de Véronique. Nous parlerons de cette nouvelle école, le LIRL, et de ce qu'ils ont mis en place de différent par rapport aux écoles plus traditionnelles. Et puis Fred et moi, on va se déguiser en Pierre-Aube et on va essayer de faire des liens avec ce que les intervenants ont amené et ce qui est déjà possible maintenant et ce qui sera encore plus possible avec le pacte. Ouais, il faut mettre ça dans le décor. Voilà. Et vous dire que donc Pierrot, désolé, on s'excuse auprès de vous parce que c'est lui qui a préparé cet apéro, c'est lui qui tenait à l'animer et voilà, un problème de santé important l'a empêché d'être avec nous ce soir. Donc, on va tout de suite passer à l'intervention de Michèle. J'en ai du temps pour apprendre. Donc juste un petit point par rapport à ce que Fred vient de dire, j'ai pris une liberté, hein. Vous allez voir pourquoi. J'ai un peu modifié le sujet de mon intervention, c'est pas vraiment le temps pour apprendre, c'est un peu plus global que ça. Donc voilà, simplement, donc, par rapport à ce thème, voilà, je voulais vous présenter d'abord un outil parce que j'ai beaucoup réfléchi à ne pas tomber dans effectivement qu'est-ce que la bonne pratique et vous faire une leçon d'une bonne activité, j'ai pas eu envie. Donc ça a pris beaucoup de temps de me dire comment j'allais aborder ça sans tomber là-dedans. Vous me direz après si j'ai réussi ou pas, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord un outil que j'utilise énormément, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Voilà, les cercles d'influence. J'espère pas passer trop de temps là-dessus, donc Fred peut être mon gardien du temps. Si dans 5-6 minutes je suis encore occupée, il faut m'arrêter. Donc voilà, donc c'est un outil que je ne connaissais pas en début de carrière, que je regrette beaucoup de ne pas avoir connu avant. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une formation sur l'accompagnement au changement. Et donc si je vous en parle, c'est parce que justement le changement c'est quelque chose d'important. Alors c'est un outil qui nous permet de passer du stade réactif à proactif. Alors je vous explique en gros, nous sommes tous réactifs. Ça veut dire que vous avez au cours de votre carrière, là je vais rester sur le professionnel, mais ça fonctionne aussi sur le privé, avec d'autres mots, mais les cercles fonctionnent aussi. Mais sur le professionnel, on a tendance à être réactif. Ça veut dire qu'on va se mettre dans souvent une situation plutôt de râler, de se mettre en victime ou de plutôt se dire voilà là ça marche pas, c'est pas comme ça que j'aimerais que ça soit et je sais pas et le système ceci, enfin bon, je vous en passe des meilleurs et en fait c'est faux. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive et nous pouvons effectivement prendre le contrôle et en tout cas le chercher. Peut-être pas toujours l'obtenir mais le chercher. Donc les cercles sont très utiles pour pouvoir même pour vous, placer une situation qui vous pose problème, c'est-à-dire celle qu'on va placer. Comme vous le voyez, c'est le cercle rouge, qui est le plus large, qui s'appelle la zone de préoccupation. Ça veut dire que c'est là qu'on va placer tout ce qui nous préoccupe. Alors, la petite zone au centre qui est verte, qui s'appelle la zone de contrôle, elle est toute petite parce que c'est celle où on va dire que vous avez 100% de responsabilité. Alors si on analyse la situation en situation simple, c'est je décide de ce qui m'arrive. Ça, c'est mon 100% de responsabilité. Par exemple, vous arrivez à l'école le matin, vous pouvez décider de dire bonjour ou pas à un collègue. C'est votre 100% de responsabilité. Il n'y a pas énormément de situations, je vous dis, c'est pour ça que la zone est assez petite, parce que c'est vraiment uniquement décider de ce qui vous arrive. Alors, les préoccupations, par contre, vous voyez qu'elles sont effectivement dans une zone beaucoup plus large et qui peut prendre plus de place dans nos vies. On va par exemple placer, je vous donne un exemple typique d'une école, le temps, effectivement. Pas la météo. C'est aussi une préoccupation de beaucoup de gens, et je vous le dis, elle est dans la zone de préoccupation, et on va directement, je vous donne un exemple simple avec la météo, c'est hors contrôle pour nous. Ça veut dire qu'il faut la laisser dans les préoccupations, mais je n'ai aucun pouvoir d'agir sur la météo, donc je la laisse là, et ça me rend heureuse le matin, simplement je regarde quelle météo il fait pour m'habiller ou pas, mais ça me sort de la tête. C'est la même chose à l'école, si vous voulez faire, par exemple, le temps, c'est de passer le temps qu'on a à disposition des élèves, on pourrait dire, et se plaindre tous les jours qu'on n'a pas assez de temps, que les journées passent trop vite, que le système est mal fait, etc. Ça va à la fin nous rendre plutôt stressés et même parfois nous tombons en ce qu'on appelle en burn-out.
Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose pour toutes ces préoccupations, vous allez craquer. Donc vous pensez bien qu'il y a une zone très importante, qui est la zone du milieu, qui s'appelle la zone d'influence. C'est-à-dire que c'est là qu'on va essayer de placer tout ce qui nous permet d'agir. Hein, vous imaginez bien que le but de cet exercice, passer de réactif à proactif, ça veut dire qu'on va devenir des acteurs du changement par rapport à nos préoccupations. Alors, les cercles, ils ont l'air très fermés comme ça, mais il faut imaginer qu'au long de votre vie, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, vous allez toute votre vie essayer d'agrandir la zone d'influence pour réduire la zone de préoccupation. Et donc, je reviens à l'enseignement, c'est la même chose. On a un pouvoir extraordinaire de changement, de mise en place d'actions simples au quotidien que parfois nous oublions d'utiliser. Donc c'est un outil qui peut permettre aux directeurs d'école, mais aussi bien sûr aux enseignants, de situer par exemple le temps. Si c'est une préoccupation pour moi qui commence à me peser, je m'arrête et je réfléchis. En quoi est-ce que je suis responsable de cette situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer? Alors, il est évident qu'on ne va pas faire ça tout seul, on va essayer de le faire, bien sûr, en équipe, c'est mieux, hein, c'est ce qui est plus simple, mais parfois, ça peut se faire simplement au sein de sa classe, adapter quelque chose pour que le temps, enfin, je reste sur le temps ici, ça peut être qu'on décide de ne plus travailler en période de 50 minutes. Pas un grand changement, mais je vous assure que pour les écoles qui les ont utilisées, en tout cas, je parle ici pour moi en fondamental et en maternelle, ça change la vie. Les enfants, les périodes de 50 minutes, c'est beaucoup trop long pour eux. Il n'y a aucun enfant de moins de 10 ans, même peut-être même de 12 ans, qui est capable de rester vraiment concentré 50 minutes. Donc, en tant qu'enseignant, si je vois ça, je peux déjà adapter. Je dis, voilà, là, j'ai agi. Ça veut dire que concrètement, ma préoccupation, je la fais passer dans ma zone d'influence. Je trouve une solution, enfin, je mets quelque chose en place. Alors, si ça ne fonctionne pas, là, parfois, il faut rééquilibrer. Donc, voilà, cet outil sert à ça et très souvent aussi à se rappeler que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, de ce que nous mettons en place, et pas toujours l'extérieur. Parce qu'on a tendance à, très souvent, attribuer nos échecs, ce qui ne fonctionne pas, à un facteur extérieur. Et ça peut très fort faire tomber les gens dans des espèces de soit j'ai plus envie de rien faire, ce qui est un peu dommage dans l'enseignement. Voilà, l'outil proposé, je vais revenir un peu dans le temps, parce que je ne suis pas toute jeune, hein. Avant d'être directrice, j'ai été longuement institutrice. Et voilà qu'en 1994, ça date, hein, des personnes s'étaient réunies pour construire un document qu'on a un petit peu oublié depuis, parce que le décret mission a pris la place 2 ans plus tard de ce décret-là. Une école de la réussite, ça a fait l'objet d'un décret, et moi j'ai reçu à l'époque, et je l'ai toujours, je suis une des dernières, je crois, à l'avoir en format papier, un gros dossier de beaucoup. Ah, tu l'as encore aussi, c'est bien, nous sommes déjà 2. Et ce dossier était extraordinaire. Voilà, je l'ai, si vous voulez, pour le regarder. 10 objectifs avaient déjà été explicités, et ils avaient été explicités avec chaque fois les actions concrètes qu'on pouvait mettre en place pour les parents, avec les enfants, au niveau des enseignants, point par point. Donc c'était comme un fameux dossier. Moi, jeune institutrice, je l'ai lu, je me suis dit, ça, dans ma zone d'influence, c'est parfait. À l'époque, je ne connaissais pas. Maintenant, je fais un peu ma maline, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai fait à l'époque. Et je me suis dit quand même, et je n'étais pas toute seule, j'étais avec une équipe. En plus, on était dans une école où on était encore ce qu'on appelle maître d'application. Hein, donc ça veut dire maîtresse d'application, je trouve vraiment ça très joli. On montrait des leçons modèles aux jeunes, aux étudiants de l'école normale. Et donc, on avait quand même envie de leur montrer aussi des choses qui bougent, des choses qui changent. Hein. Donc nous, ces 10 objectifs, on les a lus, on les a regardés. Évidemment, à ce moment-là, premier travail, comment choisir un objectif? Parce que bon, voilà, on ne peut pas tous les prendre en même temps et tout travailler d'un coup, ça c'est aussi important. Comment avancer dans mon objectif en tenant compte des contraintes imposées? Parce que, voilà, oui, je peux être 100% responsable et décider de mettre en place un changement, mais nous avons évidemment des contraintes. Alors, elles ne sont pas énormes. Moi, je trouve que vraiment, j'ai envie de défendre ça depuis quand même 34 ans dans l'enseignement et 11 ans en direction. Je trouve que nos contraintes sont elles sont là, mais elles ne sont pas énormes. Bon, au niveau par exemple, si je reviens sur le temps, nous avons même des libertés, puisque dans toutes les écoles et dans tous les grilles horaires, il est toujours mis qu'il y a
un peu de temps que l'école peut octroyer à d'autres choses. Par exemple, pour décider de mettre en place un conseil de classe pour faire plus de citoyenneté ou un cercle de parole pour faire du PRODAS ou des choses comme ça. Hein. Beaucoup d'enseignants, quand on arrive avec des idées comme celle-là, c'est « mais où est-ce qu'on va placer ça? On n'a pas le temps, il y a déjà le français, les maths. » Mais non, bien sûr, il faut un peu adapter la grille horaire. Et toujours, par exemple, en passant avec des périodes de 25 minutes, on met beaucoup plus de choses dans une grille horaire aussi. Alors, où vais-je et quel est mon but? Ben, ça me paraît important. Ça, on ne va pas non plus fixer un objectif si on ne sait pas où on va, ni où on veut aller. Là, c'est quand même un travail important qui va alors nous permettre de faire, ça veut dire d'agir. Donc ça, c'est vraiment les... Je ne vous ai pas ennuyé avec les objectifs SMART, je ne sais pas si vous voyez les lettres SMART qui sont aussi fort à la mode. Ça, c'est un peu plus ma façon à moi de voir les choses, mais c'est quand même celle-là. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a son objectif, qu'on voit où on veut aller, eh bien, il ne faut plus, entre guillemets, que faire et on met en place. J'ai combien de temps encore? Voilà. Je vais passer donc maintenant à des exemples concrets. 4 minutes. Voilà, donc ici, je vous prends un exemple concret. Donc j'ai choisi 2 exemples. C'est 2 des 10 pistes qui étaient sur le document L'école de la réussite. Donc voilà, une des 10. C'était une école de la réussite est une école qui garantit et optimalise le temps d'apprentissage. Là, je voulais vous parler un petit peu des changements que nous avons opérés au sein de l'école dans laquelle j'ai la chance de travailler tous les jours. Donc, par exemple, pour pouvoir optimaliser le temps d'apprentissage, nous avons mis en place des conseils de classe constructifs. Ça veut dire pas un conseil de classe où simplement les professeurs se réunissent pour dire si les enfants sont orientés, pas orientés, s'ils ont réussi, pas réussi. C'est bien plus que ça. Ce sont des conseils de classe où toutes les personnes qui fréquentent, enfin, qui s'occupent d'un élève, enfin, des élèves, sont présents et sont là avec une mission d'engagement, de soutien, de remédiation, de dépassement, enfin, etc. Donc il y a toute une partie de ces conseils de classe que nous passons à vraiment d'abord cibler nos actions en tant qu'adulte, en tant que prof, pour soutenir un élève, soit en difficulté, soit qui par contre peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors vous allez me dire déjà tout de suite comment j'ai fait au niveau du temps. Au niveau du temps, simplement, tout le monde est d'accord de passer du temps en dehors du moment scolaire, mais c'est toujours dans les 60 périodes de concertation, puisque voilà justement un exemple clé. Toutes les écoles peuvent organiser, enfin doivent organiser minimum 60 périodes de concertation. Il n'est pas dit qu'on peut faire un peu plus. Hein, et à partir du moment où on les a organisées, ça veut dire qu'elles deviennent constructives et que ce n'est pas des moments de réunion. Hein, alors le temps qu'on a à concerter devient productif. Alors, optimaliser les temps de concertation, donc ça c'est pas par rapport au conseil de classe dont vous parlez, c'est par exemple, notamment différents temps de réunion, mais aussi les enseignants entre eux. Donc, toujours, quels sont les moments où les enseignants concertent? On peut l'aménager au niveau de l'horaire. Par exemple, tout faire pour que les enseignants d'un cycle aient quand même 1 heure de concertation par semaine dans leur grille horaire. Ça facilite la concertation que de toujours le faire sur le temps de midi où on aime aussi tous se poser et manger sa petite tartine ou le soir après l'école. Donc ça, c'est aussi une liberté qu'on peut se prendre, c'est aménager les horaires en fonction des besoins de chacun. Je citerai aussi par rapport à ça les collègues de la partie maternelle de l'école dans laquelle je travaille, qui ont décidé déjà depuis 2 ans de ne plus prendre leur fourche de psychomotricité, puisqu'ils ont droit aussi à 2 heures de fourche, et de plutôt les grouper sur le mercredi matin, ce qui permettait alors d'avoir des moments de concertation très constructifs. Et pendant que leurs élèves avaient psychomotricité, les institutrices travaillaient par 2 dans une classe. Donc c'est aussi très chouette parce que du coup, pendant 2 fois 50 minutes, il y avait 2 instits dans une classe de maternelle. Donc on apprend aussi à se connaître, on partage, on met des objectifs communs et les temps de concertation nous permettent évidemment de construire. Parce qu'en maternelle, c'est pas facile de mettre de la concertation en place. Parce qu'il n'y a pas comme en primaire autant d'heures de fourche communes où on peut grouper. En maternelle, c'est plus compliqué. Donc là, on avait trouvé cette solution-là et qui fonctionne très bien. Alors, adaptation de la grille horaire des élèves, comme je vous disais. Donc on peut travailler par exemple, choix des périodes de 50 minutes. Chez nous, à l'école, tous les matins, on commence par l'accueil. En primaire également. Ça veut dire qu'on laisse aux enfants le temps d'arriver à l'école, de se poser avant d'entrer dans les apprentissages. Nous avons aussi opté pour, notamment, surtout en première et deuxième primaire, pour des
classes qui sont tout à fait installées comme en maternelle, avec des coins, avec un coin salon, avec exactement, enfin, vous ne voyez même plus la différence entre une classe de maternelle et une classe de première primaire. Et tous les matins, c'est d'abord l'accueil. C'est un temps qu'on donne, qu'on a décidé d'octroyer aux enfants et qui fonctionne très bien. Parce que ça laisse le temps à l'enfant d'arriver à l'école. On sait que ce n'est pas toujours facile à 8h25. Et surtout, ça leur permet, pendant l'accueil, de faire des tas de choses qu'ils n'ont pas le temps de faire pendant la journée. Et ça permet à l'institut parfois de s'asseoir tout simplement à côté d'un élève pour récupérer quelque chose ou pour l'encourager ou pour faire quelque chose à l'autre. Donc je terminerai par cet exemple-là en disant bouger les lignes. Ça veut dire, moi je vous cite comme ça 3-4 choses que nous avons mises en place et qui fonctionnent, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et c'était juste pour donner envie d'essayer. Ça veut dire bouger les lignes, ça veut dire justement revenir à ce qui nous pose problème ou ce qui nous ennuie et essayer de mettre quelque chose en place pour que ça change, pour que ça vive et pour que les choses nous semblent en tout cas plus agréables et revenir à un mot que j'aime beaucoup, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'enseigner. Je vous fais un autre exemple, ça c'est mon préféré, qui utilise l'évaluation formative en tant que pilotage des apprentissages et de son propre fonctionnement. Beaucoup d'écoles sont persuadées par exemple que le bulletin est obligatoire. Alors, un jour, je me suis plantée, c'est ça que maintenant je fais attention, parce que j'ai dit qu'évidemment aucune école n'avait obligation de bulletin. C'est faux, les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont les seules écoles à avoir un bulletin obligatoire, pas les autres. Donc, par exemple, là aussi, on peut travailler là-dessus. Moi, j'entends, en tout cas chez nous à l'école, une préoccupation de beaucoup d'enseignants il y a une dizaine d'années, à peu près, c'était le bulletin ne correspond pas à ce qu'on a envie qu'il soit. Ça nous ennuie. Je vous donne un exemple, nos élèves primo-arrivants, on en avait beaucoup il y a 10 ans, on en a un petit peu moins maintenant dans l'école où je suis. Pour les collègues, c'était embêtant parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Pourquoi? Un élève qui arrive ne parle pas la langue, vous avez du mal à l'évaluer comme un élève de sa classe. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Dans les bulletins, on écrivait non évalué. Pas évalué ou on n'écrivait rien. Et pour les collègues, c'était bizarre parce que cet enfant, c'est celui qui progresse le plus vite. Mais particulièrement, évidemment, sur l'apprentissage de la langue, ce qui se retrouvait très peu dans le bulletin. Donc, on avait déjà trouvé à l'époque autre chose, mais quand même, ça restait un peu compliqué. Et aussi, pour beaucoup d'enfants, les enfants avec tous les troubles d'apprentissage qui ne se retrouvaient pas tellement dans le bulletin non plus. Quand vous avez face à vous un enfant dyslexique ou dysorthographique ou dyspraxique qui se retrouve avec la même épreuve d'évaluation, par exemple en lecture ou en savoir écrire, mais que vous savez très bien et pertinemment qu'il n'arrivera pas à le faire, c'est une préoccupation pour un enseignant. Clair. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enseignants pensent qu'ils sont obligés de le faire, donc ils continuent à le faire. C'est faux. On peut très bien ne pas avoir de bulletin dans une école. C'est pas ça qu'il nous est demandé. Il nous est demandé, et particulièrement depuis 1997, c'est-à-dire depuis le décret mission, d'utiliser l'évaluation formative. L'évaluation formative et le bulletin, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, ça c'est par exemple une préoccupation qu'on peut très vite adapter, revenir dans notre zone d'influence, dire qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on remplacer les points par une évaluation positive et réflexive? Oui, bien sûr, très rapidement. Alors vous allez me dire, mais par quoi? Parce qu'on ne peut pas non plus décider du jour au lendemain de supprimer le bulletin et de rien mettre à la place. Donc là, nous avons décidé de d'abord poser la réflexion, est-ce qu'on peut le faire? Parce que toujours vis-à-vis des élèves en primo-arrivant ou en difficulté d'apprentissage ou face à un trouble, on avait envie d'une évaluation positive et réflexive. Ça voulait dire aussi qu'il permettait à l'élève d'en faire quelque chose. Parce que combien de temps on passe sur des évaluations des bulletins pour lesquels, à part l'enseignant qui a passé des soirées entières là-dessus, ce qui se passe après, il n'y a pas grand-chose. Les parents, soit ils sont contents, pas contents, parce qu'ils gardent les points, ils gardent le rouge, et voilà, et puis ils signent, et les enfants, ils sont perdus. Bon, très bien à quoi ça sert. En tout cas, ce n'est pas destiné aux enfants, c'est plutôt destiné aux parents. Et donc, chez nous, on a donc décidé de supprimer le bulletin et d'offrir à chaque élève un outil de développement personnel qu'on appelle le portfolio. Ça veut dire que depuis maintenant presque 8 ans, chaque élève de l'école démarre avec un portfolio personnel, c'est-à-dire qu'on fait démarrer en maternelle et qui va évoluer tout au long de sa scolarité. Il n'est pas confronté au point, il n'est pas confronté à l'échec, puisque dans le portfolio ne se placent que les choses positives par rapport à ses apprentissages. Il peut, et surtout il l'a en main, ce portfolio est à lui, il lui appartient, c'est lui qui le construit, c'est lui qui le remplit, et c'est lui qui aussi invite ses parents pour la réunion.
je peux vous dire que rien que ça change la donne, parce que les parents sont invités à une réunion par leur enfant pour l'entendre parler de ses apprentissages. Rien à voir avec la réunion classique où moi j'attendais dans le couloir parfois pendant 1 heure que ce soit mon tour, où j'avais droit à 4 minutes pour qu'on me dise si ma fille fonctionnait bien ou pas à l'école. Rien à voir. Ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus enrichissant pour les parents. Donc ça, c'est une... je ne m'étalerai pas là-dessus, si ça vous intéresse, on en parlera après, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc, du coup aussi, agir sur les effets négatifs du redoublement. Parce que qu'est-ce qui pose aussi problème pour le redoublement dans beaucoup d'écoles? Ce sont les points. Parce qu'à partir du moment où on fonctionne avec un bulletin avec des points et que l'enfant n'obtient pas les fameux 50% à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que le faire redoubler? Pas grand-chose. On ne va pas dire à un enfant, bon dit Coco, tu n'as pas les points, mais tu peux quand même passer. Donc là, il y a un souci aussi par rapport au bulletin, par rapport au système. Si c'est une préoccupation, et je pense que ça l'est pour la majorité des enseignants, parce qu'en plus, l'effet actuellement avec le dossier de l'année complémentaire et tout ce qu'il faut mettre en place, on se rend bien compte qu'on est coincé. Donc, par rapport à ça, travailler sur la continuité, c'est-à-dire construire des outils communs entre collègues, se mettre d'accord sur ce qu'on attend d'un enfant de 3e maternelle. Parce que déjà là aussi, combien d'instituteurs de primaire, de première primaire, ne savent absolument pas ce qui a été travaillé avant en maternelle. Un peu comme s'il n'y avait rien eu. Alors que les enfants, la plupart, je ne sais plus combien, 98% de nos enfants fréquentent l'enseignement maternel. Ça veut dire qu'il y a même beaucoup d'élèves qui restent déjà 3 ans en maternelle et qui ont donc acquis quand même beaucoup de compétences là. Donc, se mettre d'accord sur le parcours d'un enfant de maternelle, de ce qu'on attend ou ce qu'on met en place pour un enfant de première, de 2e, et puis on continue. Ça a un effet terrible aussi sur les enfants en difficulté. Je ne peux que vous rappeler que les élèves que l'on perd dans un parcours jusqu'à 12 ans, ce sont toujours les élèves les plus fragiles, et les élèves les plus fragiles, on les perd chaque fois qu'on change d'outil, chaque fois qu'on change de référent, chaque fois qu'on change de système de classement et de rangement, on les perd déjà. On met déjà un temps fou à les faire récupérer le système parce que pour eux c'est plus compliqué. Donc quand une équipe se met d'accord et construit des outils communs de la maternelle jusqu'à la 6e primaire, moi je rêve d'aller jusqu'à 15 ans, mais je vais bientôt pouvoir y aller, chouette. Et parcours commun, c'est la même chose, ça veut dire une fois que c'est défini, vous agissez sur le redoublement. Pourquoi? Quelle serait encore la raison pour qu'un enfant recommence quelque chose? À partir du moment où le parcours est construit et qu'il est bien sûr modulable. Il est évident que tous nos élèves n'arrivent pas fin 2e au même stade. On est bien d'accord. Nous avons, comme dans beaucoup d'écoles, des enfants qui terminent leur 2e primaire alors qu'ils sont non lecteurs. Avant, c'était impossible, parce qu'on les avait déjà arrêtés en première année, donc ils recommençaient même l'alphabet, tout ce qu'ils connaissaient déjà, mais on les faisait quand même recommencer. La 2e, maintenant, nous, on les met, ils continuent, ils vont en 3e. Mais quelle est la force de ce travail-là? C'est que, puisque c'était une préoccupation pour nous, de nouveau, le changement, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement accueillir ces enfants en 3e primaire avec un projet différent. Il est sûr que si l'enseignant en 3e primaire reste sur sa position, moi je veux que des élèves lecteurs, ça ne va pas fonctionner. La continuité et le parcours commun, c'est compliqué. Donc voilà encore un exemple que j'avais envie de vous citer sur les libertés que les écoles peuvent se prendre. Je terminerai en disant, parce que je n'ai pas fait tous les exemples, j'en ai fait que 2, mais il y en avait certainement d'autres, notamment la citoyenneté, pour pouvoir mettre un enfant acteur aussi de sa citoyenneté. Par rapport à ce que j'ai envie de dire pour terminer, je suis un peu parfois, moi, désolée ou frustrée, je ne sais pas, de tout ce qu'on entend pour l'instant par rapport au PAC et par rapport au plan de pilotage, etc. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on avait besoin de tout ça pour y aller. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait déjà faire beaucoup de choses sans toutes ces contraintes-là. Malheureusement, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, maintenant, on va passer par quelque chose de plus contraignant. Alors, c'est certainement positif. Le côté positif, pour moi, c'est en tout cas d'être confronté parfois à des chiffres, parce que je crois que nous manquons encore fameusement de repères sur certains changements, même que nous mettons en place. Et les chiffres, ça va être intéressant d'en avoir et de pouvoir parfois se référer à des comparaisons ou à des quotas ou des choses comme ça, mais pour le reste, personnellement, je pense qu'il y avait des changements qu'on pouvait déjà faire avant tout ce PAC, mais qui, voilà, se feront maintenant, et je souhaite en tout cas que ça apporte beaucoup de choses à tous nos enfants, Voilà, donc je ne suis pas venu seul ici pour vous parler du temps retrouvé dans notre école, la maîtrise du temps au lycée intégral Roger Lallemand, qu'on appelle en APG l'IRL. Le LIRL, c'est pas toujours facile à dire, surtout pour ceux qui roulent les R.
Donc, je suis venu notamment avec Véronique Laousse, qui est conseillère pédagogique à la commune de Saint-Gilles et qui a le grand bonheur et qu'on a la grande chance d'accueillir à temps plein chez nous cette année. Il y a aussi dans la salle plusieurs collègues, donc il y a Christine, Émilie, Thomas, il y a 2 élèves qui sont venus aussi, Artus et Isia. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont là, je ne vois plus trop la salle, mais donc vous aurez l'occasion peut-être de les interroger après sur le fonctionnement de l'école. Alors, les libertés qu'on s'est données, je ne sais pas s'il faut en dire plus pour la présentation, je ne pense pas, il ne faut pas raconter toute ta carrière. Hein. Non. Voilà, alors les libertés qu'on s'est données dans cette nouvelle école, évidemment, comme c'était une nouvelle école, on pouvait en prendre beaucoup. Et nous, on est parti, ça n'est pas parti d'une émission, mais on est parti, notamment, on a un peu copié ce qui se faisait déjà dans le fondamental. Et en gros, notre école, en gros, on pourrait dire que c'est comme un peu une école maternelle, ça pourrait être comme une école maternelle pour des ados. Donc dans son fonctionnement d'abord, alors on aurait pu aborder un certain nombre d'éléments, comme par exemple les temps de concertation, le parcours commun aussi, la volonté qu'il n'y ait pas de redoublement, le portfolio. Là, on s'est inspiré en très grande partie du travail qu'a fait et que continue à faire Michel à Tivoli. Le côté modulable, etc. On a choisi aujourd'hui de se centrer sur la maîtrise du temps. Alors le temps, c'est d'abord le temps pour les élèves, et puis il y a aussi le temps qu'on se donne et qu'on essaie de gérer au mieux pour les membres de l'équipe éducative. Alors le temps pour parler avec les élèves, c'est d'abord le fait qu'on décloisonne pas mal de choses, on utilise des périodes de 45 minutes regroupées. Enfin, on s'est dit, mais en fait, oui, le décret mission donne des balises. Mais après, le cadre légal, en fait, effectivement, il n'est pas si contraignant que ça. On nous dit que les textes nous disent qu'on peut regrouper des cours, etc. Et donc, on a essayé d'imaginer une semaine un peu idéale, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait la mettre en pratique. Donc, en gros, on a des modules de cours dans une optique transdisciplinaire le matin, un moment où les élèves sont regroupés dans des groupes de référence verticaux, multi-âges, qui sont en petit nombre, et l'après-midi, des ateliers. Mais les modules et les ateliers ont duré 3 semaines. Et alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails du fonctionnement d'école, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on a apporté une petite capsule vidéo qui décrit une semaine type dans notre école et qui a été réalisée par un élève de 4e, Adrien. J'espère que ça va fonctionner. S'il n'y a pas de son, c'est pas très grave, parce qu'il a mis juste une musique d'ambiance. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Bon, ils ont déjà l'air contents, c'est plutôt pas mal, dans une école secondaire. Voilà, je ne vais pas répéter tout ce qui se voit dans la vidéo, mais le fait que, par exemple, c'est une école secondaire où on n'a pas peur de bouger les bancs dans la classe à certains moments, même assez souvent, donc voilà. Alors, parmi toutes les libertés qu'on se donne, par rapport au temps, il y a justement tout ce qui concerne le temps différé. Donc, je vais laisser la parole à Véro pour expliquer ça. Bon, il a fallu choisir parmi tout ce qui a été installé dans l'école, et notamment, je vais vous parler des notions de rituels. Donc, dans tous les groupes, les rituels sont installés, c'est-à-dire, par exemple, la minute de silence pour recentrer. Vous avez aussi des tours de parole pour être des moments réflexifs, ou alors un moment qui est lié à cet outil que l'on est en train de créer, qui a été à l'essai pendant toute l'année, qui est le rassemblement du journal de classe et du cahier des apprentissages. Donc ce moment très rituel se déroule autant en module qu'en atelier, qu'en moment de GR, donc groupe de référence, et aussi pendant un cours d'éducation physique, un cours d'art plastique. Donc c'est vraiment un pilier dans l'école, c'est-à-dire un moment où on se pose des questions sur ce que j'ai appris, comment je l'ai appris, est-ce que j'ai appris autre chose aujourd'hui, autrement ou mieux. Et donc, il y a toute une série de questions qui peuvent guider l'élève dans ce moment de réflexion. Et c'est une collection comme ça de moments qui peuvent aussi servir au moment justement du portfolio, comme l'a décrit brièvement Michel, qui est un moment donc où on va rassembler les aspects positifs de nos apprentissages. Et moi, en termes d'aspects positifs, c'est aussi ce que j'ai utilisé, que je n'ai pas tout à fait réussi, mais que je vais me donner comme défi. Parce que l'erreur n'est pas toujours quelque chose de négatif, il faut la retravailler.
Donc là-dedans, nous avons dans ces moments-là tout ce qui est, je dirais, attends, j'entends, je suis au bon endroit. Michel a bien dit, donner du temps pour apprendre, ou apprendre demande du temps, on peut le tourner dans tous les sens. Dans la société telle que nous la vivons, avec la réponse immédiate attendue, c'est pas évident. Donc il faut travailler avec les élèves pour qu'il y ait justement une réponse différée. Et dans tout ce qui est lieu de citoyenneté, on gère ce moment différé dans les différents conseils de référence, les conseils de module et le conseil d'école avec des allers-retours. Ça prend du temps, c'est pas toujours compris par les élèves parce que ça va pas assez vite, mais c'est nécessaire pour apprendre. Alors voilà par exemple un document que nous utilisons pour pouvoir préparer ces moments de prise de parole, ces moments de conseil. Ici, c'est celui qui sert à préparer le conseil d'école, qu'on appelle le collier chez nous. Voilà, moi je vais donner les... Voilà, on a choisi de vous présenter quelques documents qu'on utilise réellement parce que quand on voit le fonctionnement d'école, on se dit oui, mais concrètement, ça se passe comment? Le concret, c'est aussi le temps, la gestion du temps pour les enseignants et éducateurs. C'est souvent plus compliqué à gérer qu'avec les élèves. Alors, pour ce qui est des membres de l'équipe éducative qu'on appelle MEU chez nous, il y a d'abord le conseil d'équipe, parce que dans le secondaire, les 60 périodes, nous on en fait plus, mais ce n'est pas encore obligatoire. Et chez nous, il y a clairement plus que 60 périodes par an de concertation. Dans le conseil, ça c'est une journée de formation avec le conseil pédagogique qui vient souvent dans l'école, et donc là on parle d'apprentissage spiralaire, donc fortement inspiré par certaines rencontres pédagogiques organisées par CGE. On a aussi, il y a quelques photos, il y a encore 2-3 photos des conseils, de notre conseil. Donc on a un conseil hebdomadaire, une réunion d'information jeudi midi aussi, des réunions de planification. Ça c'est notre salle des profs qui est... Bon, elle est déjà encore plus bordélique actuellement. Donc voilà, puis il y a des images aussi de planification, parce qu'en fait, pour construire les modules de cours et les organiser, les modules de cours transdisciplinaires et les ateliers, ça demande pas mal de temps de planification, et ça coince encore un peu. On est une école toute jeune, c'est la 2e année d'existence, donc il y a des choses qu'on va ajuster l'an prochain, mais on a besoin de réunions de planification aussi dans nos conseils, en dehors de nos conseils. Et je crois qu'il y a une dernière photo. Oui, ça c'est une photo plus récréative. On vient d'installer dans la cour une espèce de meuble, un module qui est appelé l'iceberg, qui a été fabriqué par des élèves de 6e secondaire qui doivent aussi faire de la techno dans des ateliers. Et donc là, il y a des membres de l'équipe, puis un élève de première différenciée qui s'est un peu incrusté dans la photo, mais c'est sympa. Alors voilà, ça c'est pour l'aspect équipe. Et alors, on voulait vous présenter quelques documents d'organisation. Donc, moi, le premier, donc le premier, c'est simplement le Drive. Bon, moi, j'aurais bien voulu vous présenter autre chose que Google Drive, mais c'est un peu compliqué actuellement de trouver un outil aussi pratique et gratuit. Mais voilà, j'espère que la fédération va y travailler avec tous les sous dont elle dispose. Mais donc ça, c'est l'organisation de notre Drive. On utilise énormément les documents partagés parce qu'on ne pourrait difficilement fonctionner sans. Et donc là, c'est mieux ordonné que notre salle des profs. Alors il y a une autre capture d'écran, un autre tableau. En fait, tout ce travail collaboratif demande énormément de traces partagées. Et donc, on a trouvé que pour l'instant, cette organisation sur le Drive, effectivement, et donc le Drive est, je dirais, l'arborescence que nous utilisons dans le Drive est chaque fois remise en question chaque année. Donc il y a vraiment une pratique au quotidien avec un relevé des difficultés de communication, de retrouver des documents et de mieux agencer les choses. Et un des documents, en tout cas utiles à la planification et à la gestion des modules transdisciplinaires,
c'est le fameux tableau des planifications où vous avez vu le groupe d'enseignants essayer de le compléter au mieux et en tout cas pouvoir, après avoir décidé du thème ou du questionnement du module, avoir publié ça à leur programme et avoir partagé les 45 périodes utiles au module, eh bien, à ce moment-là, il faut placer ces heures-là dans la planification pour que le déroulé du module ait du sens pour les élèves. Voilà. Ouais, juste préciser pour les personnes dans l'assistance qui sont déjà occupées de la confection des horaires dans une école, c'est pas un travail aussi fastidieux que faire des horaires, mais bon, notre école est en croissance et donc on va devoir changer un petit peu l'organisation de manière à devoir faire des tableaux comme ça avec des dizaines et des dizaines de colonnes. Mais c'est vrai que toutes les 3 semaines, on doit revoir cette planification, donc c'est assez coûteux en énergie et en temps. Alors il y a un autre tableau, mais qui fait beaucoup plaisir aux inspectrices et inspecteurs qui viennent chez nous, mais qui montre tout le travail qui doit être fait aussi, parce qu'on essaie de travailler de manière verticale, de travailler par discipline aussi, de manière spiralaire si possible, tout en organisant des modules de cours qui se veulent transdisciplinaires. Mais donc on a des tableaux où on a rassemblé, on a repris les compétences et les contenus des programmes, et alors par module et atelier, donc pour le calendrier de l'année, toutes les triplettes, les vols de 3 semaines, on a coché les compétences et les contenus qui sont travaillés à chaque fois. Donc c'est un travail de dingue, mais ça nous permet de mieux planifier les apprentissages et de s'assurer que les points du programme ont été vus. Et voilà. Alors il y a un autre point, c'est le planning. Oui, le rétro-planning. Alors là, dans les groupes de référence, on a des moments nécessaires au niveau de l'organisation aussi pour s'assurer que tous les élèves, quelque part, vivent certaines choses en commun. Et donc, dans le rétro-planning, pourquoi rétro-planning? Parce qu'on vise un objectif au bout de la semaine, et puis on travaille à l'envers. On va placer des éléments qui sont nécessaires dans le travail du GR et on va le communiquer à tout le monde. Donc ça c'est vraiment un outil qui rassemble et qui fait vivre, où on s'assure que tout le monde vive les mêmes choses dans les groupes. Alors ça c'est encore pour le GR, c'est un autre document pour les groupes de référence, mais il a déjà disparu, donc je vais passer au... Voilà. C'est qu'on détaille, donc il y a un groupe qui est responsable de réfléchir sur toute l'organisation du groupe de référence, et en planifiant ces activités, on les décrit aussi, on donne des possibilités aux enseignants de faire, d'actionner, je dirais, un copier-coller des activités proposées ou d'y mettre leurs propres activités. Et donc tout ça est travaillé dans le GR. Voilà, aussi on a choisi de vous montrer tous ces documents un petit peu rébarbatif quand même, c'est pour vous dire que ça nous a demandé pas mal de temps de les fabriquer et qu'on est prêt à les partager, parce que si vous souhaitez décloisonner dans votre école secondaire ou si vous souhaitez organiser des groupes de référence, etc. Voilà, on a toute une série de documents qui ont déjà été faits, qu'on peut un peu remanier, mais qui ont déjà été testés, réajustés, et voilà, on est prêt à les partager, parce que comme ça, vous gagnez du temps si vous voulez faire ça dans votre école. Voilà. Et alors sinon, il y a aussi, je ne vais pas insister là-dessus, mais du temps avec des partenaires extérieurs. Je pense que plus que dans d'autres écoles secondaires, on a pas mal de contacts avec l'équipe du PMS, SPSE, des animaux du quartier, pour tout ce qui concerne les aménagements raisonnables aussi, puisqu'on a pas mal d'élèves en intégration, et donc c'est vrai qu'il y a des réunions quasiment hebdomadaires pour les aménagements raisonnables, donc ça c'est aussi du temps qu'on s'est donné dans l'école pour accueillir les élèves au mieux. Maintenant, on a pris beaucoup de temps pour créer les documents, mais on en regagne maintenant. Il faut se dire ça. Le temps de plancher vraiment à fond sur un document permet de gagner du temps après au niveau de l'utilisation. Ben voilà, il n'y a pas de conclusion.
Merci beaucoup. Alors maintenant, on va essayer, Sandrine et moi, de réinscrire ça dans le décor passé, présent, et puis dans le décor à venir, à savoir le décor du pacte. Voilà, donc on sort de ces deux écoles où en effet il y a une volonté collective de faire bouger les choses, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et donc où on en est maintenant, on est plus dans un système où les PO et les chefs d'établissement ont une grosse autonomie par rapport aux objectifs qui se donnent dans leur école. Et donc évidemment il faut soigner l'image de l'école pour attirer les élèves. Et cette loi du marché n'est pas favorable aux enfants des milieux populaires. Alors on a beaucoup de contrôle dans le système actuel. On a le contrôle des inspecteurs, on a le contrôle des conseillers pédagogiques, on a le contrôle des chefs d'établissement, ce qui, pour nous, c'est ce qu'on pense à CG, replie un peu les profs dans leur classe et ne favorise pas le travail collectif. Les enseignants sont un peu pris comme des exécutants. Ils n'ont pas tellement de pouvoir sur ce qu'ils font, et parfois les enseignants qui veulent faire des choses, utiliser des pédagogies nouvelles sont parfois freinés à cause du poids institutionnel de l'école dans laquelle ils sont. Et donc on a eu beaucoup de réformes, mais qui venaient toujours du haut. Et qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait s'adapter à ces réformes, mais en fait ces réformes finalement ne produisaient pas tellement d'effets. Et donc ça amenait beaucoup de découragement chez les enseignants. C'est pour ça sûrement aussi qu'il y a autant de peur et de frein par rapport au pacte. Et donc chaque fois devoir bouger ces pratiques sans vraiment ni être formé, ni accompagné. Et donc ça crée beaucoup d'angoisse pour les professionnels de l'école. Et donc, avec le pacte et avec les plans de pilotage, normalement, les choses devraient un peu bouger. Et en tout cas, on essaye d'aller vers plus de collectif et plus d'autonomie pour les enseignants. Et je donne la parole à Fred. Merci Sandrine. Oui, ce que Pierre nous avait encore renseigné, c'est évidemment découragement, déprofessionnalisation, puisque c'est lui qui vous a préparé ce PowerPoint. Et vous le savez, il y a un énorme taux d'abandon du métier dans les 5 premières années de la carrière des enseignants, et ça génère évidemment de la pénurie. Alors, il faut que tu repousses ton micro parce qu'on fait un effet Larsen de nouveau. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change maintenant avec le pacte? Donc, je vais résumer ces changements. Je vais tous les mettre comme ça. Voilà. Donc, vous le savez, l'objectif... Je ne sais pas pourquoi j'ai un tel effet Larsen. L'objectif... Il y a 2 grands objectifs qui ont été dégagés dans le pacte. Oui, si je parle plus près du micro, ça va mieux. Donc 2 grands objectifs qui ont été... comme ça va aller. Voilà. Dégagés dans le pacte, c'est améliorer la qualité de l'enseignement et réduire les inégalités. L'objectif, c'est aussi, par rapport à la situation que Sandrine vient de décrire, d'augmenter le pouvoir du pouvoir régulateur, c'est-à-dire l'État, le ministère de l'Enseignement, mais augmenter ce pouvoir pour des choses bien précises. Donc augmenter ce pouvoir comment? Via la mise en place de directeurs de zone, de délégués au contrat par objectif, qui doivent interagir avec l'école sur le plan de pilotage que chaque établissement doit établir. Je pense que vous êtes probablement tous dans ce processus-là, soit vous l'avez déjà réalisé si vous êtes dans la première phase, soit c'est en cours de réalisation si vous êtes dans les autres phases. Donc chaque établissement doit faire son plan de pilotage, et les fédérations de PO, d'une certaine façon, ont été déplacées dans le paysage, puisqu'elles doivent accompagner ce processus via les conseillers pédagogiques. Mais elles ne sont plus, d'une certaine façon, en écran entre l'État, le pouvoir régulateur, et l'école.
Donc chaque école doit établir son plan de pilotage à partir d'indicateurs qu'elle reçoit et d'une analyse qu'elle fait en interne et qu'elle doit faire avec ses enseignants, avec les élèves qui doivent être impliqués aussi et les parents qui doivent être impliqués aussi, pour regarder ce que son école produit, diagnostiquer ensemble les problèmes et voir comment essayer de converger petit à petit vers les objectifs généraux, à savoir améliorer la qualité, réduire les inégalités, mais au regard aussi des particularités de l'école. Alors là, paradoxalement, ça pourrait être vu, ça inquiète beaucoup certains qui disent « mais ça c'est un contrôle énorme, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Nous on pense que en fait c'est plutôt une opportunité. Alors il ne faut pas se le cacher, c'est du travail en plus, c'est lourd pour les enseignants, c'est plus prévu dans le temps et c'est plus aisé en primaire, mais en secondaire c'est lourd. Mais c'est une possibilité pour les enseignants de récupérer du pouvoir sur leur travail, si on développe bien tout ce qui est indiqué en dessous, c'est-à-dire le travail collaboratif, le leadership pédagogique partagé, à savoir, ce n'est pas les directions qui savent et qui imposent, mais c'est vraiment les équipes, l'équipe éducative qui doit pouvoir s'emparer de la question de où on en est, vers où on veut aller et comment on va essayer d'avancer pour réduire les inégalités et améliorer la qualité. Et donc la formation continue, évidemment, sera tout à fait importante. Alors, qu'est-ce qu'on a encore qui se rajoute là? Donc, oui, c'est du contrôle, mais c'est un autre type de contrôle. Et donc, vous l'aurez peut-être compris ou lu dans le pacte, en fait, oui, il y a ce contrôle qu'il n'y avait pas avant sur la façon dont l'école fonctionne, ce qu'elle produit, mais il y a en même temps beaucoup plus d'autonomie une fois que ce plan de pilotage est établi et que les objectifs sont fixés. Et donc, c'est une possibilité pour nous, pour les enseignants, de reprendre du pouvoir collectif sur leur métier et sur les stratégies de l'établissement. Voilà. Alors, Sandrine, des exemples? On a eu des exemples. Vous m'entendez ou pas comme ça? Donc on a eu des exemples par rapport au temps et la grille horaire avec nos deux intervenants. Tanguy a aussi parlé de la transdisciplinarité qu'il avait mis en place avec son équipe dans son école. Par rapport aux méthodes pédagogiques, il y a souvent moyen en fait de prendre des libertés, mais voilà, il faut les prendre. Il faut se former, il faut travailler. Par rapport à la co-construction, co-évaluation, co-enseignement, Michel a montré que c'était possible aussi. Les classes verticales, ça se fait de plus en plus, mais donc c'est possible aussi. On n'est pas obligé de laisser les enfants par âge dans les classes, il y a moyen de travailler autrement. Alors bon, évidemment à CG, on est à fond pour le travail collaboratif parce que c'est comme ça que nous, on fonctionne et on voit qu'en effet, tout seul parfois on va plus vite, mais ensemble en tout cas on va plus loin. Et donc nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on pense qu'à l'école c'est possible aussi. Donc il y a déjà des écoles qui travaillent comme ça. J'imagine que Tanguy il choisit un peu ses enseignants parce que c'est une école qu'on crée. C'est pas le cas de toutes les écoles, mais il y a moyen parfois de se rassembler à 2 ou 3 et de travailler ensemble pour partager ses pratiques, pour réfléchir sur ses pratiques, pour changer ses pratiques. Alors l'organisation de l'espace dans l'école et dans la classe, alors évidemment il y a des écoles où c'est plus difficile que d'autres. Et d'ailleurs, quand on construit maintenant les nouvelles écoles, l'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qu'on soigne. Et les architectes qui travaillent pour construire les nouvelles écoles, maintenant, souvent consultent les acteurs de l'école pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, parfois, les bâtiments empêchent un peu le travail collaboratif, mais il y a moyen quand même de s'organiser. Voilà. Et maintenant, on met vos exemples parce que j'imagine que dans la salle, il y en a déjà qui essayent de faire
autrement, peut-être déjà depuis longtemps. Et donc, vous aurez la parole tout de suite pour nous partager ce que vous faites dans vos écoles. Merci Sandrine. Voilà, alors on a impeccablement tenu le temps, ça veut dire qu'il y a maintenant 1 heure devant nous pour échanger, pour discuter, pour que vous puissiez poser des questions, pour que vous puissiez interpeller nos intervenants, et puis aussi pour que vous puissiez nous faire part de vos pratiques et de la façon dont vous interrogez le cadre, ou d'accord ou de désaccord par rapport à des choses qu'on a dites sur notre façon de voir le décor. Et donc voilà, la parole à vous.